Petit Hirschsprung deviendra grand. Le podcast qui vous parle de la maladie sans filtre et dans toutes ses formes. À l'écoute des familles et des soignants. Cette chaîne est là pour vous raconter les histoires des plus atypiques aux plus simples. Alors, on vous laisse avec ce récit qui, on l'espère, résonnera en vous. Petit Hirschsprung deviendra grand. Il y a des médecins que l'on croise, et puis il y a ceux que l'on rencontre vraiment. Le docteur Crétol fait partie de ces présences rares, celles qui n'entrent pas seulement dans une pièce, mais dans une vie. Chirurgienne, oui, mais surtout profondément humaine, toujours là quand la peur prend toute la place auprès des enfants, auprès des parents. Dans les maladies rares et l'inconnu, elle apporte de la clarté, de la force et surtout de l'humanité. Transmettre son savoir n'est pas pour elle une obligation, c'est une manière de rendre les familles plus fortes. Alors parfois, le plus bel hommage est simplement de dire merci d'être là. Aujourd'hui, on accueille donc docteur Célia Crétol, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour docteur. Bonjour, je suis à Necker depuis 2005, on va dire, 2004-2005, parce que j'y ai fait aussi une thèse de sciences en génétique, mais auparavant j'ai fait un internat un cursus de chirurgie pédiatrique orienté sur le viscéral. Et effectivement, à l'aboutissement de cette thèse que j'ai soutenue en 2008, se mettaient en place les centres de référence dans le cadre du plan maladie rare numéro 1, ce qui m'a permis de monter le centre de référence MAREP en 2007. Tout ça, ça s'est fait à peu près de façon concomitante. Et je suis toujours donc à Necker, dans le service de chirurgie pédiatrique, à m'occuper de ce centre de référence. Depuis, les filières se sont montées, on y reviendra peut-être. Et en 2014-2015 a été validée la filière Neurosphinx par le ministère de la Santé, qu'on a reconduit à plusieurs reprises. Dans le contexte des centres de référence et des filières, il y a des dossiers, il y a des soumissions, il y a des auditions au ministère de la Santé, tout ça est très formalisé. Donc ça, on continue l'histoire, l'aventure, on va dire, MAREP et filière Neurosphinx que je coordonne aussi en parallèle. À la base, vous êtes chirurgienne, c'est ça. Aujourd'hui, donc on reviendra en effet sur tout ce que vous avez mis en place. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de la maladie de Hirschsprung, ce que vous en retenez, puisque vous n'avez pas soigné que des personnes venant de France aussi? Je retiens qu'on n'a pas tout compris. Si on devait résumer, ce qui peut-être rassure pas forcément, mais il faut reconnaître quand même que depuis que ça a été décrit, alors on va pas dire au 19e siècle par Harald Hirschsprung, mais en tout cas depuis que c'est mieux connu et opéré depuis donc les années 60, il y a des parts de mystère quand même dans cette maladie. On voit bien que ce qui est complexe quand on s'occupe d'une maladie de Hirschsprung, et si un message à faire passer, c'est que la chirurgie ne règle pas tout. C'est vrai d'ailleurs pour beaucoup de malformations. On a un peu cette image qui est vraie, que quand on opère une maladie de Hirschsprung, a priori, si on sait bien débrouiller, on est guéri, puisqu'on a enlevé la partie malade. Il reste des séquelles. Et ce qu'on constate quand même, c'est que ces séquelles sont une maladie à part entière, en fait. Et ça paraît paradoxal de s'occuper de quelqu'un qui est guéri toute sa vie, parce que c'est aussi ça le message, mais c'est vrai que la chirurgie ne règle pas tout, loin de là dans la maladie de Hirschsprung en tout cas, et qu'il y a une part des patients qui souffrent de leurs séquelles, et qu'il est même, je trouve qu'en 2025, bientôt 2026, il est encore difficile de définir lesquels vont souffrir de leurs séquelles. Vous parlez plutôt de quoi comme séquelles quand vous dites ça? Alors, il y a évidemment des séquelles de chirurgie, comme dans toute chirurgie digestive, et la part aléatoire de cette chirurgie, évidemment, mais il y a aussi toute la partie liée au microbiote, en d'autres termes, la flore intestinale, où on voit bien que certains patients, finalement, vont être guéris, mais physiquement, cliniquement guéris, c'est-à-dire qu'on les voit juste pour suivre, mais tout va bien. Acquisition de la propreté sans problème, aucune souillure ou presque, etc. Et puis d'autres, finalement, qui ont à peu près le même profil, histoire un peu similaire, vont évoluer avec des pics d'entérocolite, des infections intestinales, liées donc à ce microbiote très instable, et vont devoir lutter avec ça toute une partie de leur enfance, voire même un peu après. Donc c'est surtout ça, en fait, ces séquelles. Outre les séquelles de la chirurgie, qui sont finalement le propre de toute chirurgie digestive avec ses aléas. On voit bien que dans le Hirschsprung, il y a toute une part d'inconnu, moi je dirais, où on gère finalement au coup par coup. Et notre meilleur allié, outre les antibiotiques, c'est quand même le temps qui passe. Il y a cette part d'hypertonie sphinctérienne, etc., liée au Hirschsprung, mais qu'on peut gérer. Mais on a un peu le sentiment que si on a deux populations de personnes, des personnes qui vont évoluer sans problème,
Et puis d'autres, on ne sait pas très bien pourquoi, ils vont aller d'entérocolique en entérocolique, de pullulation en pullulation, de ballonnement, de fièvre, et puis jusqu'à ce que ça se tasse, comme on dit. C'est pas très médical, mais avec le temps. Je parle surtout dans les formes recto-sigmoïdiennes. Et si l'autre message, c'est vraiment qu'on voit bien que, enfin, qu'il y a deux maladies, c'est-à-dire que la forme colique totale est plus étendue encore au grêle, c'est une autre histoire. Et la forme recto-sigmoïdienne, dite forme distale, peut-être jusqu'au côlon transverse. C'est deux maladies différentes en fait. Oui. On voit bien d'ailleurs dans les intervenants, un chirurgien peut gérer, je pense, seul avec son staff de soins de support, comme on dit, de pluridisciplinaire, mais une forme recto-sigmoïdienne, quand ça devient une forme étendue, il faut qu'on soit aidé par nos collègues gastro-entérologues, Oui. qui sont les vrais spécialistes de la nutrition, de l'équilibre hydroélectrolytique. Enfin, on ne peut pas faire seul. On ne peut pas être compétent. Je ne parle même pas des enfants en nutrition parentérale, où là, c'est un domaine qu'on ne maîtrise pas du tout en tant que chirurgien. Mais voilà, moi, je trouve que cette maladie de Hirschsprung a toujours cette part de mystère. Et je rêverais d'avoir un indicateur, comme on dit, c'est-à-dire quelque chose de fiable qui me dise, une fois qu'il est opéré, celui-là va évoluer plutôt favorablement et calmement, j'ai envie de dire. Et celui-là, il est à risque de faire des poussées et donc il va être plus surveillé. Alors on le voit au fil du temps, parce qu'on voit bien des patients qui quand même ont un profil d'entérocolite à répétition. Mais ces patients-là, vous, en tant que chirurgien, quand vous ouvrez, est-ce que vous pouvez voir, par exemple, des intestins qui, quand vous les voyez, bon, bah oui, ils sont plutôt distendus, plutôt allure très élastique, et d'autres, bon, qui sont bien, où il y a une motilité qui se fait plutôt correctement. Alors, effectivement, on peut... Enfin, disons que si on prend un cas classique d'un enfant opéré, on va dire dans les temps, entre guillemets, qui a eu un diagnostic aussi précoce autour de la naissance ou les premiers jours de vie, finalement, le côlon est dilaté, mais il est difficile de prédire, en fait, comment ce côlon va récupérer. Il est forcément dilaté, il lutte contre un obstacle virtuel, mais un obstacle quand même. Et comment il va récupérer en post-op, c'est pas toujours facile d'évaluer. Et puis, effectivement, on a le cas extrême de l'enfant qui a un diagnostic tardif ou qui a effectivement un intestin en grande souffrance. Celui-là, on peut prédire que ça va être compliqué. Et d'ailleurs, curieusement, moi j'ai en tête quelques exemples d'enfants comme ça, et finalement ont pas mal récupéré du tout. Après, tout ça, il y a des exceptions. C'est vrai qu'on a aussi des indicateurs comme ça, comme le diagnostic tardif, comme une chirurgie compliquée qui ne s'est pas toujours très bien placée, un abaissement qui n'était pas complètement en zone 7. Un certain nombre d'indicateurs qui vont nous dire que ça va être compliqué, ça se vérifie. Mais parfois, il y a des mystères, je trouve, d'enfants qui, tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème, et qui vont d'entérocolite en entérocolique, et inversement d'autres qui avaient été opérés tard, et on se disait que... Et finalement, ça a commencé, c'était un peu chaud, et puis finalement, l'histoire se termine bien. Donc on voit quand même, moi je pense qu'il y a une... Et on est tous quand même assez d'accord pour dire que tous les gens qui gravitent autour de ces malades, pour dire que le point commun du mystère, on va dire, c'est quand même le microbiote, qu'on est très très mauvais pour analyser, parce qu'en fait, pour analyser le microbiote, c'est des milliards de bactéries, c'est cher, c'est pas fait en routine du tout, et en même temps, quand on le fait, on est un peu déçu du résultat, parce qu'en fait, il faudrait pouvoir faire ça sur des corps énormes pour pouvoir avoir des profils types de patients qui évoluent. On va y arriver, avec tous ces... La métagénomique, ça se démocratise, mais à mon avis, c'est dans l'avenir des recherches pour pouvoir trouver un profil et type, à une évolution type, et ce qui nous permettrait d'anticiper. Oui, ce qui pourrait se passer par la suite et pourquoi en fait il est plus sujet justement à développer de la mauvaise bactérie. Pour d'emblée, très tôt, mettre en place des traitements ou, je sais pas, du Flagyl, je sais que M. Bonnard en parle beaucoup, et pour cause, je suis complètement d'accord avec lui d'ailleurs sur ce point, ou des probiotiques ciblés. On est complètement à l'aveugle dans les probiotiques. Quand on donne celui-là plus qu'un autre, on n'en sait strictement rien. C'est deux poids, deux mesures. Il y a des médecins qui sont vraiment pour, d'autres, aujourd'hui, ne voient pas forcément d'utilité sur la... C'est-à-dire que ça ne peut pas faire de mal. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Après, c'est quand même pas remboursé. J'ai des patients, moi, qui ont été conquis par tel probiotique et l'ont jamais arrêté parce qu'ils y voyaient un bénéfice, et d'autres se sont dit, bon, moi j'ai vu aucune différence en fait. Et on voit bien que peut-être chez certains, on cible vraiment les bactéries dont il manque, c'est ça, le probiotique, et puis d'autres, finalement, c'est pas ça. On a l'impression d'un équilibre assez précaire chez tout le monde, on le sait bien, nous, quand on mange des antibiotiques, ça nous détraque, mais on voit bien dans les maladies de Hirschsprung, il y en a qui sont beaucoup plus réceptifs que d'autres au moindre changement en fait.
que ce soit une gastro, que ce soit un antibiotique. Et cela mériterait peut-être une attention particulière. Et là, j'extrapole, mais ce serait intéressant d'avoir leur profil de microbiotique, on peut l'appeler comme on veut, mais pour avoir une idée de comment cibler mieux un probiotique pour lui compenser ce dont il manque. Parce qu'on a l'impression que c'est un équilibre, et quand il est rompu, bah voilà, on a un entérocolite, donc on pourrait imaginer le rétablir en donnant ce qui manque, en fait. Et oui, bien sûr. En bactéries, quoi. Oui, un peu comme le GLP-2 pour faire grandir l'intestin. Voilà, Là, ça serait oui. plus pour Et on va cibler les aller, bactéries. moi je pense qu'on va aller vers ça, hein, en tout cas une partie, parce que ça reste quand même un mystère. Donc pour vous, ça reste quand même assez un sacré mystère. Après, il y a quand même pas mal de recherches qui sont en cours qui font que peut-être demain, on intégrera simplement des cellules souches. Pas mal sur les cellules souches, enfin, il y en a quelques projets, mais... Oui. Quand est-ce que ça sera fait? Oui, c'est Je ça. sais pas, mais... Quand on voit les barrières, ne serait-ce que pour mettre au point un médicament... Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que si un jour on arrive à donner ces cellules souches qui va permettre justement de ne pas retirer d'intestin, finalement, ça permettra peut-être de garder un microbiote plutôt sain. Oui, ça peut être dans ce sens-là, ça peut être des facteurs à injecter qui permettent une multiplication des cellules manquantes. On ne sait pas très bien, moi de ce que j'ai compris, c'est dans quel sens les choses se passent. Le transit est perturbé et favorise la pullulation de certaines bactéries, mais il semblerait que certaines bactéries aient une influence aussi sur la mobilité d'intestin. Donc visiblement, c'est dans les deux sens. Le dialogue entre les cellules intestinales et les bactéries qu'on héberge. Mais ça reste, je pense, quand même pas une épée de Damoclès, mais pour certains patients, c'est ça qui leur pourrit la vie. Je dirais une grosse moitié, parce que l'autre moitié va quand même plutôt pas mal. Je ne parle pas des formes coliques totales ou étendues qui sont en nutrition parentérale et qui, elles, sont dans des états un petit peu intermédiaires en attendant d'aller mieux. Mais vraiment, les formes courtes... C'est vrai que les formes courtes, on espérerait qu'elles aillent mieux dans certains cas. Parce qu'on a fait comme pour les autres, et puis non. Oui, ça ne fonctionne pas forcément. Ça fonctionne pas comme pour les forcément. fuites, etc. Oui, alors ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est toute une éducation comportementale en fait. Il faut être extrêmement systématique, il n'y a plus de rectum, je ne parle pas du duhamel, mais maintenant dans les techniques des formes recto-sigmoïdiennes, on enlève le rectum. C'est vrai qu'il faut éduquer la personne et puis laisser s'installer avec le temps. Je parlais du temps dès le départ, mais c'est ça aussi, c'est notre meilleur allié, hein, avec une conscientisation de ce qui se passe en bas, le bas du corps, qui est souvent aussi gommé de schémas corporels. Et ça, c'est toute une éducation que vous faites, vous. Comment vous faites cette éducation? Vous avez des staffs, vous avez... Nous, on a la chance ici d'évoluer avec une équipe pluridisciplinaire qui est financée en partie d'ailleurs par le plan Maladies Rares. Une autre partie est mise à disposition du service de personnes pour le centre. Mais c'est vrai que ça nous a permis de construire toute une homogénéité de discours, et je pense que la force du groupe, donc on est une dizaine, hein, entre les kinés, la diététicienne, psychologue, assistante sociale, assistante médico-administrative, coordinatrice de parcours, stomathérapeute. La force, c'est la cohérence du discours. Parce que je pense que pour les parents et après l'enfant, il n'y a rien de pire que des différents sons de cloche. D'où l'importance de centraliser sur des associations qui, elles, vont centraliser un discours cohérent. Nous, on le fait, mais au sein de l'hôpital. Et ça, je pense que c'est vraiment une force de pouvoir discuter des cas. Effectivement, on se réunit une fois par semaine. Et s'il faut, on se revoit d'ailleurs. Mais tous les lundis, on a un staff des patients de la semaine. Et sinon, on a nos réunions d'éducation thérapeutique une fois par mois, où là, on va parler des enfants qui vont venir en éducation thérapeutique pour accorder nos discours. Quand on se réunit, on accorde aussi ce qu'on va dire aux patients quand on va le voir en parcours. Parfois, c'est juste la psychologue parce que les parents ont demandé un rendez-vous. Donc, on réajuste en fait là où on en est sur le patient. Et ça, c'est très important parce que ça permet aussi de tous tenir le même discours, mais de savoir où en est l'enfant, pour nous adapter. Et parfois même dire, ah bah tiens, moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien le revoir, ou tu leur rappelleras quand tu les verras. Et ça, c'est très très précieux. Enfin, ça fait depuis... on a premier parcours août 2008, hein. Ça nous a permis vraiment de construire toute une façon de faire, je dirais, cohérente, qui démarre évidemment à la naissance, mais surtout au moment de l'apprentissage de la propreté, en fait, et le coup près de l'école. Petite section où il faut être propre
comme on dit. Et là, on va être très systématique dans la façon de faire, dans notre façon de dire, tout simplement de mettre aux toilettes après chaque repas, et puis d'adapter la consistance des sels, enfin d'adapter l'alimentation pour obtenir une consistance des sels qui permette de mieux ressentir, en fait. Tout va être autour de ça, même si on sait très bien que c'est des enfants qui ont du mal à ressentir. Le ressenti du besoin n'est pas normal, parce qu'il manque les capteurs du rectum. Et puis, probablement, hein, il y a un travail avec notre psychologue actuellement qui fait sa thèse sur ce sujet, mais qu'elle appelle, on va dire, la conscientisation. C'est la psychogénèse, ça s'appelle en psychologie, d'un organe. Alors, on va pas avoir en tête où est notre foie ou notre pancréas, hein, Non, mais tous les organes sensoriels occupent une partie de notre cerveau, en fait, inconsciemment. Et on a appris à savoir reconnaître les goûts, les odeurs. Et au niveau anorectal, on apprend à identifier les besoins, en fait, pour les contrôler. Et il semble, d'après ce qu'elle a exploré, c'est que ces enfants ont un défaut de mise en place de ces capteurs dans le cerveau. Donc c'est important de les travailler de manière systématique, un peu comme quelqu'un qui va répéter un geste, et puis finalement on va le faire au début très automatiquement, et puis ensuite va finir par avoir vraiment des sensations, probablement des capteurs un côlon qui se rectomise, qui prend la place du rectum. On le voit d'ailleurs, parce que l'enfant va exprimer d'ailleurs souvent vers 10-11 ans qu'il a un ressenti. Et ça, on va le travailler après en kiné. Ça sert à rien de le travailler avant. L'enfant, il faut qu'il puisse comprendre ce qu'on lui demande, pas le mettre en échec non plus. Et donc, attendre vers 7-8 ans. Et là intervient la kiné. Et puis, on réajuste parfois avec la diététicienne pour obtenir une meilleure consistance de sel, plus la psychologie. Et tout ça, voilà, c'est ça aussi le travail qu'on fait en équipe. S'il y a besoin, on met des lavements. Moi, je ne suis pas fan des lavements type Péristine, par exemple. Je suis plutôt sur des suppositoires qui permettent de stimuler, comme Alors, le Péristine, qu'est-ce que c'est, si on devait l'expliquer un petit peu aux familles qui ne connaissent pas? Alors, graduellement, on va dire, soit on met rien, on n'est pas obligé non plus de mettre un traitement, hein. Soit les selles sont dures et on met un petit peu de laxatif pour ramollir, tout en activant les défécations avec, moi j'aime bien les suppositoires déductiles, qui sont des suppositoires de glycérine avec un petit gaz à l'intérieur qui permettent d'évacuer, Microlax ou, pour pas citer, mais c'est vrai que c'est quand même utile d'avoir des références. Et sinon, les lavements Normacol du commerce. Et puis, quand on est en échec de tout ça, ou qu'on voit qu'il y a un enfant qui est en grande souffrance, parce que moi, c'est plutôt ça mes critères, de voir que on commence vers 3 ans par l'éducation défécatoire, quand on voit que c'est compliqué, on peut discuter sur le fait de mettre en place des lavements, donc plutôt avec le dispositif Péristine, puisqu'avant on utilisait l'irrigateur. Péristine est arrivé en 2010, une espèce de sac qu'on mettait sur une potence et puis qu'on laissait écouler sur 7-8 minutes pour évacuer en fait le sel avec l'eau. Coloplast, pour pas les citer, en se disant de toute façon l'exclusivité du marché français. Donc ils ont fabriqué un système en fait avec des pressions négatives qui permettent de poser la poche par terre et de simplement pomper avec une sonde autolubrifiée qui s'autolubrifie au contact de l'eau, une sonde à introduire évidemment dans l'anus, et avec un ballonnet, ce qui permet de la lâcher. On peut le faire sur les toilettes, et de simplement pomper l'eau sur 200 ml par minute, donc ça va assez vite. Et ça, en fait, c'est une façon très passive de laver le côlon. Moi, je ne l'ai jamais fait sur des enfants qui n'avaient pas de côlon. Très honnêtement, pour en prescrire énormément pour d'autres cas, autres que Hirschsprung, je ne trouve pas que c'est les meilleurs candidats à la maladie de Hirschsprung. Ce n'est pas toujours évident d'évaluer les volumes, puisque l'intestin est raccourci, donc on n'est pas sur les mêmes volumes que pour les autres. Il y a quand même la composante gazeuse, hein. Les Hirschsprung sont très gazeux, on parlait de microbiote tout à l'heure. Il y a une flore intestinale très particulière qui génère beaucoup de gaz, et souvent on voit bien que les fuites surviennent au moment des gaz. Certainement. Oui. L'enfant s'en rend même pas compte. Et donc, on a beau le laver, les gaz, ils viendront quand même. Et puis, c'est une façon très passive de vider le côlon. On désapproprie un petit peu la personne aussi de sa capacité propre à le faire de lui-même. Donc moi, contrairement à d'autres, certains sont un petit peu plus pro-Péristine, enfin de ce que j'ai vu, parce qu'on voit des enfants dans le centre de référence de la France entière, même, on va dire, parfois de pays étrangers. Certains sont très rapidement à des indications de Péristine, ce que nous, on n'est pas. Moi, je vais aller très longtemps sur une éducation défécatoire vraiment systématique, plus quelques suppos, plus éventuellement microlax, mais
j'espère toujours que la personne va pouvoir être proactive et le faire d'elle-même. Alors, c'est pas un renoncement, c'est pas une punition non plus, Péristine, hein. Moi, je pars du principe que notre priorité absolue, c'est d'obtenir une propreté socialement acceptable. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas un point de non-retour. On peut le faire sur une période et puis se dire, bah, il grandit. Encore une fois, le temps, hein. Moi, je trouve que c'est mon meilleur allié. Ils arrivent en 6e et là, on voit bien qu'ils s'approprient mieux les choses, ils sont plus autonomes, un petit peu plus. Et c'est peut-être aussi un peu plus la peur du social, justement, aussi, non? Bah, ça motive, hein, c'est sûr. Et puis après, l'adolescence. L'adolescence, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a le côté rejet. C'est mon choix dans cet univers hyper contraint. Depuis le départ, bah, le jeune va peut-être s'opposer, mais en même temps, ça va être l'âge des premières amours, Oui. ça va être l'âge des petits copains, petites copines, qui vont quand même motiver le fait que faut absolument être propre, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est ce palier d'objectif, finalement, qui va leur permettre de tout de suite... bah, faut absolument que je le fasse, et donc du coup, Ouais. Et ça, l'obligent. on voit ça à l'adolescence. De toute façon, c'est l'ambiguïté de l'adolescence, c'est-à-dire qu'il veut plus qu'on s'occupe de lui, mais il veut bien quand même. D'ailleurs, vous faites comment quand c'est comme ça, là, quand ils arrivent à l'adolescence? Vous arrivez quand même à le faire venir? Alors moi, j'ai une façon de faire depuis toujours, c'est que j'ai tous les codes possibles pour prendre les rendez-vous, et à chaque fin de consulte, je prends moi-même mon rendez-vous. Je ne vais pas Ah oui. l'envoyer au guichet ceci, au guichet cela, qui risque d'être fermé, etc. J'ai toujours fait ça. Je ne prends pas les gens en otage, hein. Si les parents me disent bah, on vous rappellera, ils me rappelleront. Mais la plupart, 99%, sont plutôt contents qu'on prenne le rendez-vous tout de suite. Ce qui fait que j'en ai très peu que je Ils perds. viennent pas, ouais. Après, bah, la personne malade ou l'événement familial qui fait que la consulte n'a pas lieu, c'est vrai que c'est des fois plus difficile à rattraper, surtout si c'est un jeune ado qu'on aura le bol. Oui. Quoi. Bon, il y a une autre façon, c'est que en tant que centre de référence, on saisit tous les patients dans une base de données nationale qui s'appelle Bamara. Et ça permet, mine de rien, quand je fais j'ai toujours un peu de retard, il faut quand même reconnaître. Je ne fais pas en live. Quand je refais le point sur les consultes qui se sont écoulées, que je remplis dans la base, c'est une base en ligne, bah, je m'aperçois parfois qu'il y a des patients qui n'ont pas de rendez-vous. Et ça me permet de rattraper parfois certains patients à qui on a oublié de donner un rendez-vous. Irréprochable, finalement. Malgré tous les patients que vous avez. Oui, on a une file active, oui. Oui, des Hirschsprung, on en voit 300 par an, je pense, peut-être un peu moins, mais pas des nouveaux cas, hein, voilà, mais on essaye effectivement. Et puis, encore une fois, le pluridisciplinaire, c'est cette force aussi d'être très cohérent, de se voir tous les lundis, et quand chacun est vigilant pour l'autre. Donc il y a une vigilance commune qui fait que, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui nous échappent, et puis il y a des patients qui n'ont plus envie de nous voir, hein, tout simplement, mais on en perd assez peu. Oui. C'est qu'ils se sentent quand même bien soutenus, et puis surtout... Oui, je pense. Et puis les parents sont quand même super vigilants, en général. Hein, Et oui, donc en fait, vraiment, la coordination permet en tout cas une meilleure prise en charge. Ah bah, c'est la clé de tout. On a été un des premiers centres à Necker à faire du parcours de soins pluridisciplinaires. À l'époque, ce n'était pas du tout la mode, hein. On en parle beaucoup maintenant. On a créé ce métier de coordinatrice de parcours, qui a un profil particulier, hein. Il y a un master maintenant, il y a toute une formation à la fac, hein, autour de ça. Mais c'est des profils difficiles à trouver, parce que ça demande de la part de la personne qui exerce cette profession de coordination de parcours d'avoir une vision vraiment très transversale et beaucoup d'échanges avec le patient et avec les intervenants, en fait, pour comprendre les besoins. Et justement, vous avez mis pas mal de choses en place qui, je pense, sont importantes à dire, notamment ma REP. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Tous les outils en fait que vous avez mis, alors pas forcément plus Hirschsprung, on le sait, c'est vraiment plutôt global sur la maladie rare. Alors ma REP, c'est vrai que moi j'avais évolué dans un milieu chirurgical, puis ensuite j'étais en génétique. C'est une thèse de sciences, et j'ai compris à travers mes collègues généticiens qui étaient déjà très au fait du plan maladie rare, hein, qui était depuis 2004, là on était en 2007, qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ces centres de référence, qui n'étaient pas du tout connus à l'époque, mais il y avait d'abord des financements, et des financements de poste essentiellement, et on est parti de zéro.
Je dis pas qu'on ne suivait pas les malformations rectales avant, hein, pas du tout, mais disons qu'on a essayé avec le professeur Sarnaki à l'époque, et j'ai eu la chance vraiment d'être soutenue par elle. Je le mentionne parce que Madame Sarnaki, qui était à l'époque pas chef de service, qu'il est devenu après, évoluait dans un milieu de cancérologie. Elle était chirurgienne spécialisée dans l'oncologie, elle est toujours. Et elle avait cette expérience du plan cancer qui nous avait devancé dans les maladies rares de quelques années et qui avait déjà développé énormément de choses sur les dispositifs d'annonce, sur les suivis pluridisciplinaires dans les cancers, pas que de l'enfant, hein. Et c'était un exemple en fait. Et le plan maladies rares, c'est calqué sur le plan cancer, hein, à certains aspects. Et ça m'a énormément aidé à construire le dossier, parce que il faisait 700 pages le dossier initial. Oui. Parce qu'il a fallu réfléchir à quels intervenants, comment on allait les faire, et ça n'a pas changé en fait depuis 2007. On pourrait relire le dossier initial, je pense qu'on est resté sur cette même ambition finalement de faire coordonner tous ces corps de métier qui n'étaient pas du tout coordonnés avant. Chacun a amené sa pierre, chacun a été se former. Le psychologue a beaucoup lu sur l'anorectal, les kinés ont été se former sur le périnée, la diète a beaucoup réfléchi sur le microbiote, la coordinatrice de parcours a essayé de mieux comprendre les besoins des malades en écoutant les patients, parce qu'elle passait des heures au téléphone avec les mamans, beaucoup les mamans quand même, hein, et papa aussi, mais surtout des mamans qui lui expliquaient leurs besoins. Et je crois qu'on peut dire, c'est que le point d'orgue vraiment, ça a été quand on a voulu construire un programme d'éducation thérapeutique. Et en chirurgie, on en faisait un comme ça sans le savoir, même à la limite, mais c'était pas du tout... on a été un des premiers services avec Nantes, je me souviens à l'époque, à construire un programme d'éducation thérapeutique en fait. Grâce à Aline Cazenave, qui vient de prendre une retraite bien méritée cet été, mais qui venait du monde de la mucoviscidose, où là, ils étaient hyper à fond sur l'éducation thérapeutique, parce que faut savoir faire des choses. L'éducation thérapeutique, c'est permettre aux personnes d'acquérir des capacités d'auto-soin à sa mesure. Mais ça a démarré dans les années 60 avec le diabète, hein, parce qu'il fallait savoir se servir de son insuline. Et puis après l'asthme, etc. Donc c'est venu dans les maladies rares, mais pas du tout en chirurgie. Et donc quand on a commencé à réfléchir, et Aline Cazenave a fait un travail de DU, en fait, de diplôme universitaire. Et quand elle a fait son mémoire, on a tous réfléchi. Et je dois dire que ça nous a complètement fédérés autour, parce que quand vous raisonnez en éducation thérapeutique, vous avez des objectifs. Qu'il soit propre pour aller en classe verte, il faut qu'il soit capable de prendre son traitement de manière adaptée ou que les parents comprennent ce qu'ils font. Et vous travaillez des compétences, en fait, à acquérir. Oui. Et avec ça, vous déclinez un certain nombre d'outils pour l'aider. Et c'est comme ça qu'on a construit une quarantaine d'ateliers avec le temps, parce que c'est 2011, hein, le programme d'éducation thérapeutique qu'on renouvelle tout le temps. Et il y a quoi comme type d'atelier, justement? Alors, on a un programme qui a toujours été assez, plébiscité, même par des gens qui font de l'éducation thérapeutique, parce que Aline Cazenave, on l'avait construit ensemble et en équipe, mais avait construit non pas quelque chose de très ponctuel. Je prends l'exemple du diabète, je vais apprendre à me servir de mon insuline, qui est tout à fait honorable, hein, comme atelier, je ne dis pas, mais nous, c'était de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et on avait essayé de définir des grands moments forts de la vie, donc la naissance avec l'annonce, 2-3 ans, 3 ans, je rentre à la petite section. Après, c'est le CP, après, je rentre au collège, et après, je suis ado, et après, parentalité, génétique, transmission, maternité, etc. Et donc, on avait commencé, évidemment, c'était Aline Cazenave, était diététicienne, donc on avait commencé par des ateliers, je mange à la cantine, apprendre aux enfants à choisir dans un self. C'était des ateliers, d'accord, ok, vous les emmeniez, vous faisiez comment Alors, on a évolué avec le temps. Au début, on faisait des après-midi, on faisait venir les parents de 4 ans, donc tout seul, parce que les petits, on les faisait pas venir. Et puis, on faisait venir après les parents des 8-12 ans. Évidemment, on faisait pas les mêmes ateliers. Puis, il y a les enfants à côté, les parents à côté. Puis, maintenant, on est sur un programme plutôt sur une journée, parce que les gens nous disaient, on prend une journée complète et puis on vient avec l'après-midi. Donc, on les fait venir à 10h le matin. Il y a 2 ateliers le matin, parents-enfants séparés. Et l'après-midi, pareil. Et le midi, on leur dit d'apporter leur petit repas et ils mangent ensemble, ce qui permet de créer du lien. Donc dans les ateliers, on a un atelier sur l'annonce, par exemple, ce qu'on appelle une photo-expression avec des images. C'est la psychologue qui l'anime. C'est très très poignant parce qu'on demande aux parents de revivre l'annonce et de désigner quelques photos pour reparler de l'annonce, comment ils l'ont vécue. Et elle retravaille, notre psychologue, avec eux parce qu'il y a des annonces extrêmement traumatiques. Et on reprend tout ça avec les parents pendant 1 heure et ça leur permet aussi de partager. On a après quelque chose d'assez formel,
on est dans l'éducation thérapeutique, mais c'est plus moi qui parle de ce que c'est que la maladie de Hirschsprung. Je reprends avec les parents. Ça, c'est les jeunes parents de l'année. On les appelle les jeunes parents de l'année. C'est un café, autour d'un café. Il y a les malformations rectales parce qu'ils sont réunis ensemble. Et puis, on les fait échanger sur leur premier ressenti de première année d'enfant avec ces problèmes-là. Et puis après, il y a la diététique côté parents. Comment j'alimente mon enfant, les erreurs à ne pas faire. Après, il y a celui des enfants. On a un atelier qui fonctionne très bien chez les 8-12 ans, c'est Je pars en classe verte. Côté parents, comment j'anticipe, qui je contacte, comment je remplis le sac à dos. Et côté enfant, mes besoins, de quoi j'ai envie, comment je vais. Il y a savoir parler de sa maladie. Avec des jeux de rôle, des mises en situation. Dans la cour de l'école, on se moque de toi parce que tu as une tache sur le pantalon, comment tu réagis? Ou tout simplement, on te demande c'est quoi ta maladie, comment tu en parles? Il y a un atelier, alors elle a fait tout un, ça c'est la psychologue, elle a fait tout un, Julia Disnan, il faut quand même que je la cite, tout un jeu de 1000 bornes. Alors en général, les gens savent jouer, avec des stops, avec des feux rouges, etc. Je prends soin de moi. Dans toutes ces dimensions. Je prends soin de moi pour aller à l'école, je prends soin de moi pour à la maison. Et donc, ça se joue à 4, et puis ils se stoppent, sur des... Je fais ma toilette le matin, enfin des choses très simples. Je change ma protection aux toilettes de l'école. Enfin, je prends soin de moi. Ça, c'est un atelier que je lui avais commandé parce que je trouvais qu'à 6 ans, il y avait un petit gap là à combler. Ils arrivaient au CP, ils ne savaient pas trop... C'est jeune encore, et on leur fait vers 6-7 ans. Et ça vous permet un peu ces ateliers-là, parce que bon, ok, eux, ça leur permet d'échanger, etc. Mais vous, en tant que soignant, du coup, ça vous permet d'analyser un peu certaines choses, oui. pouvoir donner des conseils. L'éducation thérapeutique, ça permet, je trouve, de fédérer l'équipe. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand je vous expliquais comment ma REP était montée en puissance, si je puis dire. Ça a été vraiment un moment très fort de fédération d'équipe. J'ai quand même la chance de travailler. Je travaille 18 ans avec la psychologue, je travaille 18 ans avec la diététicienne. C'est des gens qui sont restés dans l'équipe. Et je pense que ça, c'est bon signe. Ouais. C'est-à-dire que, ils s'y plaisent. Et surtout, je pense qu'on s'y retrouve tous. C'est-à-dire chacun est à sa place et valorisé. Il y a un aspect très fédérateur de l'éducation thérapeutique pour l'équipe. Mais il y a aussi le côté instructif. J'ai envie de dire, c'est-à-dire que les gens, oui, bien sûr, ils viennent, ils se retrouvent, ils sont ensemble, et bien sûr qu'on fait ça pour eux aussi. Mais il y a un côté pour nous extrêmement... Il n'y a pas 2 ateliers identiques, en fait. Et les gens s'épanchent, qui nous racontent leur vie, mais qu'ils ne nous racontent pas en consulte, en fait. Et ça, c'est aussi, si je reviens à l'équipe, ces réunions du lundi qu'on fait tous les lundis, c'est là aussi où on apprend ce que les parents ont dit à la psychologue. Alors, elle ne dit pas tout, la psychologue, évidemment, si c'est confidentiel, mais on voit bien que les gens, et c'est humain, ne disent pas la même chose à tout le monde. Mais quand on se fait une réunion d'équipe, en fait, on refait le puzzle. Et c'est parce que je pense qu'en plus, sur un parcours d'une journée, au bout d'un moment, ils rabâchent tellement la même chose mais on voit bien qu'ils vont avoir dit des choses à la diététicienne qui ne vont pas m'avoir dit, mais qui, moi, vont m'être utiles. Mais ça, c'est un aspect aussi. Du coup, ça permet vraiment de prendre les gens dans leur globalité. Voilà, donc on a une 40aine d'ateliers. Alors, pour les parents et les patients, ça ne revient pas très... Il y a deux séances par an, parce qu'on fait par tranche d'âge. Il y a les parents de l'année, il y a les 3 ans, les 2-4 ans, il y a les 6-8 ans, et il y a les ados. Donc, nous, ça revient souvent, mais eux, ça ne revient pas. Non, parce qu'ils ils nous réclament, souvent, ils nous disent « c'est quand le prochain ?» Parce que c'est vrai que c'est très apprécié, et puis ça leur permet de créer du lien entre eux. Il y a des amitiés qui se forgent. L'autre jour, une maman, il m'a dit, Hirschsprung, justement, elle est devenue vraiment amie avec une autre maman. Oui, ça m'étonne pas. Nous aussi, on devient amis quand on est dans la même galère. Malheureusement, on se serre les coudes, et à force de se serrer les coudes, on devient amis. C'est-à-dire que vous parlez le même... vous avez parlé la même chose, quoi. C'est vrai que... Et nous, à force, c'est vrai qu'on a les mots, les mêmes mots, en fait. Effectivement, comme vous le disiez, on ne peut pas raconter à sa boulangère, ou parfois même aux grands-parents. C'est pas du tout la même... C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même chose, on n'a pas le même vécu, on ne sait pas... les grands-parents ne savent pas forcément ce que les médecins nous disent mot pour mot, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de parler avec des personnes qu'on aime énormément, soit dit en passant, mais qui n'ont pas le même langage, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et donc du coup, donc ces ateliers, vous les faites essentiellement pour les patients de Paris,
Ça Non. va. Non, même pas. Non, non, Ça va non, être vraiment ouvert à On a l'échelle 20-30% de provinces. D'accord, ok, qui viennent jusqu'à Paris essentiellement. Oui, et je dirais même que c'est presque chez eux que ça marche le mieux parce que j'ai C'est des ceux qui sont les plus isolés, je pense. Oui, non, aussi. et puis j'ai des collègues, nous on est centre de référence, donc on a un financement avec donc, ces postes, mais l'éducation thérapeutique rapporte aussi à l'hôpital. Ça nous permet d'avoir de l'argent de l'ARS, pas directement pour nous, hein, mais à travers l'UTET, l'unité d'éducation thérapeutique, qui donc nous met à disposition des salles. Par exemple, le jeu de 1000 bornes, bah, c'est eux qui l'ont imprimé, qui l'ont plastifié, qui l'ont relié, ils ont mis une jolie boîte. Enfin, donc tout ça, ça nous permet d'offrir ce plus du suivi que ne peuvent pas toujours s'offrir mes collègues en région, non pas parce qu'ils ne travaillent pas, hein, loin de là, mais parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément tous ces financements, et donc ils ne peuvent pas forcément avoir une diététicienne dédiée, un psychologue, ils voudraient bien, hein, mais... Et donc on a beaucoup de patients qui sont soit envoyés par leur chirurgien, et c'est pas rare qu'une fois par an, j'ai un parcours de soins avec un collègue de région qui me dit « j'aimerais bien ton expertise en équipe, parce que moi j'ai pas de diète, j'ai pas de psy », et on le fait bien volontiers. Et puis parfois des parents qui pianotent sur Internet, qui voient notre offre de soins. Alors d'ailleurs, souvent, ils viennent pour l'éducation thérapeutique en fait. Et j'explique que moi, j'ai besoin de les connaître avant de les inscrire en éducation thérapeutique, donc je les inscris à ma consultation. Ça, c'est pas faites une consultation d'abord, vous en amont. Le principe d'éducation thérapeutique, c'est vous faites, comme je l'ai dit, à la mesure du patient, mais il faut le connaître. Si moi je vois en consultation que le parent connaît rien du tout, c'est pas un reproche, hein, mais qu'il débarque surtout, et je vais adapter le jour de l'éducation thérapeutique mon discours. C'est le but. L'éducation thérapeutique, le patient est au centre et on s'adapte à ses besoins. On est dans les maladies rares, donc on ne peut pas faire une session de nouveau et de très aguerri. On est obligé de mélanger un peu tout le monde. Des fois, d'ailleurs, ils s'apprennent des trucs mutuellement. Parce qu'il y en a un, il a compris depuis longtemps, puis l'autre, il n'a pas compris. Mais bon, c'est vrai que je reviens sur la province, c'est une partie des patients qui nous voient maintenant sur Internet et qui veulent avoir ce plus. Et ça se fait en très bonne entente avec les collègues qui les suivent. Moi, je vole le malade de personne, entre guillemets. Hein. Simplement, je propose ce qu'on a créé nous, en plus du suivi en local. De toute façon, il faut un suivi en région proche de son domicile. Et donc, ces patients, on les invite par mail aux séances d'éducation thérapeutique. Ils ne répondent pas toujours parce qu'on invite aussi ceux de notre service qui ne nous connaissent pas toujours, bizarrement. Parfois, la province nous connaît mieux. Et puis, ça nous fait, en moyenne, on limite à 15 personnes. Au-delà, c'est un groupe, c'est dur à gérer. Et puis on a développé ce qu'on appelle l'IETP, c'est-à-dire l'éducation thérapeutique à distance. Au moment du Covid, on s'y est mis en visio. Ma première rentrée, par exemple, j'en ai pas parlé, cet atelier. On demande aux parents de nous exprimer leurs besoins, leurs angoisses avant la rentrée. On leur explique quelle est la chronologie, le PAI, les dossiers MDPH. Et ça, on peut le faire en visio et ça marche pas mal. On est en train de réfléchir à d'autres formats. Moi, je serais assez favorable aux équipes mobiles qui se déplacent en région pour éviter aux gens de venir. Ça se fait dans certaines disciplines et ça marche pas mal. On va amener son expertise en local. Moi, je trouve que c'est des formats à réfléchir. Ah oui, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se déplacer. Voilà, c'est vrai parce qu'il y a des patients de plus en plus qui commencent vraiment à nous connaître et qui réclament, qui reprochent même un peu parfois à leurs soignants de ne pas le faire, mais il faut du temps, il faut des moyens humains, financiers, et c'est pas toujours possible. Voilà, donc après Neurosphinx, j'allais y venir. Les filières ont été construites à la demande des associations qui trouvaient que les centres de référence n'avaient pas forcément toujours une appellation très claire. Là encore, nous, MAREP, malformation rectale et pelvienne rare, c'est vrai qu'on n'a pas le Hirschsprung qui apparaît dans le titre, mais bon, ça se sait qu'il y en a parfois, c'est vraiment, même moi qui suis médecin, je veux dire, des fois, l'intitulé du centre, je comprends à peine ce que c'est, quoi. Et donc, les associations demandaient à ce qu'il y ait quelque chose de plus lisible, et c'est comme ça que sont nées les filières. Les filières au sens organisation de soins autour d'un problème. Et finalement, on en a 23 depuis 2015. Donc il y a Sangène, c'est la filière des sens. Fimato, c'est thorax, toutes les malformations abdominales, dont il y a spondylocolite totale. Il y a donc 23 filières. Cardiogène, c'est le cardio, les maladies cardiaques, tout ça autour des maladies rares. Et en fait, la feuille de route des filières, c'est d'organiser le soin et de le rendre lisible sur tout le territoire. Donc on regroupe, nous, par exemple, Neurosphinx, 3 centres de référence, malformation anorectale, MAREP, MARVU, malformation rare des voies urinaires, et CEMAVEM pour les malformations de la moelle épinière qui arrivent syringomyélie. Mais pour exemple, on est plus de 90 centres en France, puisqu'on regroupe les centres MAREP, donc on est 30 dans le réseau MAREP, MARVU, CEMAVEM, donc mis bout à bout,
bout. Et notre rôle en tant que filière, c'est de mettre un petit peu d'huile dans les rouages, de mettre en avant sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux dès qu'il y a des actions. C'est pour ça qu'on a une chargée de com à temps plein, de mettre à jour cette fameuse base de données nationale avec un technicien d'études cliniques dédié. Et puis de participer à des projets de recherche. Là maintenant, on a réussi depuis quelques années à débloquer des financements sur des projets de recherche, donc on finance nous-mêmes notre recherche. Et puis avec un vrai comité scientifique, enfin on essaye d'élever le niveau, hein, mais on ne fait pas de soins. On ne fait pas du soin dans une filière en tant que telle. C'est les centres de référence qui produisent le soin. Après, on va donner de l'argent pour l'éducation thérapeutique. Il y a eu des appels d'offres du ministère de la Santé pour des actions dédiées. Pour les guidelines, ce qu'on appelle le protocole national de diagnostic et de soins. On participe aussi à ces financements de personnes pour écrire ces PNDS. Et puis, on travaille avec les associations. On a fait, là, au début décembre, notre journée des associations. Et on essaye d'en faire une par an et une journée nationale tous les ans pour mettre en lumière tout ce qu'on fait. C'est ça les filières, en fait. Les filières ont une vocation vraiment de formation, d'enseignement, de recherche, mais surtout d'animation de réseau, mise en avant en adéquation avec les bonnes pratiques et le lien avec l'Europe. Pour nous, il est un petit peu difficile, je trouve. Les Européens ont calqué sur le modèle français leur réseau européen, ce qui s'appelle les ERN, European Rare Disease Network. Mais finalement, nous, Français, on a eu du mal à s'y retrouver. En tout cas, nous, dans notre discipline. Hein. C'est pas le cas de d'autres disciplines, mais on n'avait pas toujours trouvé notre place. Ça peut commencer là maintenant. Ça va faire 10 ans que les ERN existent, mais on est censé aussi faire du lien avec les réseaux européens. Sachant que sur les maladies rares, on est très en avance en France. Donc oui, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, Neurosphinx, qu'est-ce que vous prévoyez en tout cas? Alors là, à la demande des associations, alors on a toujours nos projets en cours. Disons qu'on a un site internet, on a un appel d'offres maintenant recherche tous les ans, où on débloque quand même jusqu'à 100 000 € hein, pour récompenser 5-6 projets qui nous sont soumis, comité scientifique, et ça, on s'installe dans une espèce de routine et on est très content parce que ça valorise aussi l'action de nos scientifiques qui ont parfois du mal à trouver des financements. Il y a des actions, on a appris par le ministère de la Santé, je coordonne un des axes du plan maladie rare qu'on a 4, je coordonne l'axe 1 sur les parcours de soins, parcours de vie plutôt. Et j'ai appris qu'il va y avoir à nouveau un appel à projet éducation thérapeutique et PNDS, donc on va nous le mettre en avant et l'animer, c'est-à-dire qu'on va recueillir les candidatures. Et puis, à la demande des associations, lors de notre dernière journée nationale, pas plus tard que le mois de juin dernier, nos 2 représentantes de 14 associations, Mado Gilanton et Célia Cardozo, nous ont fait part de leur regret qu'on ne pouvait pas financer les associations. On a interdiction de donner de l'argent directement aux associations, pour tas de raisons. Mais on a eu l'idée de monter un appel à projet qu'on va sortir début, je vous livre l'exclusivité, qu'on va sortir début janvier à destination des associations en leur demandant de nous soumettre des dossiers de projets qu'ils ont. Ça peut être un podcast, ça peut être une affiche, ça peut être un livret. Et nous, on a des prestataires avec qui on travaille régulièrement, dont on sait qu'ils travaillent bien, maintenant à force, ça fait 10 ans qu'on existe, et on propose de les financer pour eux. Je ne vous donne pas l'enveloppe parce qu'on est encore en train de la discuter en fonction de notre budget prévisionnel 2026, mais ça sera une belle enveloppe. Évidemment, ça sera divisé en fonction du nombre de candidats. Et ce que je voulais faire en parallèle, c'était faire la même chose pour les centres de compétences, puisque je vous ai dit qu'ils n'avaient pas de financement. Oui. Ça va être double. Avec 2 portes d'entrée, centre de référence et association. L'idée, c'était de financer des actions d'associations pour les aider, parce qu'on a bien conscience que nous, on se plaint à l'hôpital, mais les associations, c'est pur bénévolat. Oui. Et aussi, du coup, les collègues que vous disiez, le but, ça va être aussi de les aider un petit peu aussi. Oui, les centres de compétences qui sont dans notre réseau, qui ont fait quand même l'effort de faire le dossier, qui est quand même un gros dossier de label, tous les 5 ans, c'est vrai qu'ils n'ont aucun moyen de financement. Et alors, la filière est là aussi pour les aider sur les bases de données, les aider à leur donner du temps de techniciens pour saisir. L'éducation thérapeutique, je vous disais, il y en a qui nous envoient des patients pour bénéficier de ce qu'on met en place. Et donc, cet appel à projet pourrait être aussi une façon de leur permettre de faire, j'en sais rien, un flyer, un livret, une action de com, qu'on relayerait, bien sûr. Nous, ça crée du contenu en plus pour nous, qu'on va partager sur les réseaux, éventuellement même dans des actions, une journée nationale, on va les faire présenter. On essaie de se mettre comme ça dans des cercles vertueux. C'est le rôle de la filière, en fait.
Et Ah puis, il y oui. a des réunions de concertation, j'en ai pas parlé, qui nous permettent depuis plusieurs années de nous réunir. Moi, j'essaye que ce soit tous les 2-3 mois, j'espère mensuel là, en 2026. Ça permet de réunir autour de cas difficiles des spécialistes du réseau à travers un outil sécurisé. Et ça marche très bien. Ça s'appelle des RCP, Réunions de concertation pluridisciplinaire. Et depuis plusieurs années, la filière aide énormément. Parce qu'en fait, l'abonnement pour ce site sécurisé, toute l'infrastructure, la personne qui va faire le mail ou 150 personnes et qui va récupérer les réponses, c'est des personnels filières en fait. Moi, je me sers de la filière. Et puis, on affiche les dates sur notre site internet. Enfin, et ça, c'est grâce à la filière. Les filières ont quand même amené beaucoup d'huile dans les rouages des centres de référence. Et heureusement. Oui, On en avait ça a quand même été, moi je l'ai vécu de besoin, l'intérieur besoin. parce que le professeur Sarnaki à l'époque était vice-présidente du plan maladie rare et on en avait beaucoup discuté parce qu'on avait été imaginé, hein, ça n'existait pas en vrai et ça a très bien pris en fait. Très très bien pris. Les équipes se sont totalement appropriées, on a recruté des gens qui sont restés fidèles, il y en a qui sont là depuis le début et il y a une vraie unité, une vraie cohérence de groupe et on dit souvent quand on a des comités de pilotage tous les trimestres au ministère avec les filières en tant que coordonnateur et chef de projet c'est vrai que l'autre jour, on disait, ça fait un peu réunion de famille parce qu'on se connaît tous, on a des valeurs communes, on partage des ambitions communes et on parlait tout à l'heure des patients, mais on parle la même langue en fait. Et les maladies rares, c'est quand même assez particulier, je trouve. Et on voit quand même que les personnels qui font tourner ces filières, et même les centres de référence sont assez fidèles. Et aujourd'hui, vous avez quand même des parents experts ou ce genre de choses qui vous Alors, aident? Encore une Tout fois, ça. je parlais d'éducation thérapeutique. Fimato, la filière Fimato a mis en place il y a plusieurs années une formation de parents experts. Et en fait, ça a permis, j'interviens moi sur la transition ado-adulte, mais d'ailleurs, c'est une vingtaine de parents qui viennent se former sur des spécificités maladies rares et surtout sur l'éducation thérapeutique. Et en fait, une de nos associations, Tintamarre, qui s'est formée en 2020 sur les malformations non rectales, puisqu'il n'y en avait pas. Dieu sait qu'on l'appelait de nos voeux, mais on n'arrivait pas à déclencher une étincelle chez des parents. Célia Cardozo a fait cette formation et ça a été une révélation totale. Mais vraiment, comme l'éducation thérapeutique peut le faire, c'est-à-dire que pour elle, ça a été une cohérence avec son enfant qui était déjà grande, de monter la sauce et elle a, on peut le dire, hein, changé de vie. Et elle s'est formée à la faculté pour être patient partenaire. Et j'ai réussi à la présenter aux gens d'Imagine, etc. Et elle est maintenant coordinatrice du patient partenaire en recherche. Et donc, elle a rencontré d'autres personnes, effectivement, autour de ça. On peut dire que Mado Gilanton, qui s'occupe d'associations apaisées, est pas loin d'être patient expert aussi. Hein. Pas besoin forcément de faire un diplôme à la fac. Hein, et donc, on voit bien qu'il y a aussi toute une catégorie de parents. Je déplore un petit peu d'ailleurs que ce soit que les parents, parce que c'est bien d'avoir les gens qui ont eux-mêmes la maladie. Mais bon, ils sont petits, donc. Mais ça vient des adultes qui quand même vont avoir cette vocation à partir en partenariat, en soins et pourquoi pas en recherche. Hein, mais c'est vraiment une aventure quand on est patient. L'enjeu maintenant qu'on a réussi avec Imagine, et ça j'avais beaucoup insisté quand on avait commencé à travailler avec Célia Cardozo, c'était la rémunération. Oui. Parce que le problème du partenariat en santé, j'aime pas trop dire patient expert, mais partenariat en santé, c'est que souvent c'est du bénévolat. Et donc faut trouver, et dans le plan maladie rare numéro 4, ça apparaît quand même maintenant, effectivement, il faut qu'il y ait quand même une valorisation et pas uniquement sur mon estime éternelle, quoi. Hein, c'est-à-dire, si la personne, elle fait l'effort de venir même, je sais pas, 3 jours par semaine, parce que les patients partenaires, il y en a de plus en plus dans les filières. Donc nous, on a Célia Cardozo qui se donne un gros mi-temps avec Imagine et puis qui a son association. Enfin, moi, je fais plus que ça, quoi. Ouais. Donc, et nous, dans l'hôpital, maintenant, on voit bien qu'il y en a de plus en plus. On a une commission maladie rare dans laquelle il y a toujours un patient partenaire et dans toutes les commissions. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui émerge. Il y a des formations à la faculté. Dans les cours aux étudiants en médecine, en pharma, il y a des patients partenaires maintenant qui viennent témoigner. Maintenant, faut en faire presque une profession, quoi.
Et oui, parce que ça prend du temps et Ça que, prend beaucoup de voilà, temps, c'est d'énergie. mmh. Chez des gens qui, par définition, sont soit eux-mêmes malades, soit parents d'un enfant malade, donc qui ont quand même Oui, aussi un peu une vie. d'occupation. Oui, oui, non, mais c'est clair. C'est clair. C'est Donc, intéressant à savoir, parce que je pense que ça, c'est pareil, on n'est pas forcément au non. courant Et des c'est à travers possibilités. l'ETP, et je sais que par cette formation donc de FIMATO, bah, j'ai fait encore un cours pas plus tard que samedi dernier. On sent qu'il y en a certains qui sont pas loin d'avoir envie de franchir le pas, d'en faire presque leur métier. Eh On oui. voit bien. Et en fait, on commence à faire une place à toutes ces personnes dans les comités, dans les commissions médicales d'établissement, dans les commissions maladies rares, dans les comités de pilotage et dans les facs pour l'enseignement. Donc il y a un vrai essor Oui, il y a de... vraiment quelque chose Oui, qui doit se passer oui. de ce côté-là, ouais. Après, c'est des profils... Enfin, faut vraiment... Il y a quand même des... Je ne vais pas dire des concours d'entrée, pas exagéré, mais disons que je vois, imagine quand ils ont recruté, parce que c'est à Cardozo, après elle a travaillé avec 2, 3 autres personnes, et puis ils sont en train de faire toute une formation, il y a quand même un entretien poussé, vérifier que la personne est vraiment là pour le bien commun. Parce que Oui. faut garder ça en tête aussi, c'est qu'on ne vient pas pour s'épancher, raconter sa vie. Donc il y a quand même toute une culture à avoir. Et j'espère que ça va justement bien grandir. Oui, c'est ce qu'on appelle le Parce que savoir expérientiel. J'ai appris ça, c'est-à-dire le savoir qu'on acquiert à force de vivre les choses ou Eh de oui, les faire vivre. c'est clair. Mm. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous souhaitiez justement sur des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, soit par rapport à la maladie de Hirschsprung ou même plutôt par rapport aux assos ou des choses qui sont importantes pour vous à faire circuler auprès des soignants ou auprès des familles, hein. Peut-être grâce aux filières, on a trouvé une place pour les associations à travers notre journée nationale, notre journée des assos. Mais je trouve qu'en tant que centre de référence ou compétence, c'est pas toujours facile de trouver une place pour l'association. Et je pense qu'il y a peut-être une réflexion à avoir ensemble sur comment mieux communiquer en fait. Vous comme nous. C'est-à-dire, vous nous connaissez, vous voyez ce qu'on fait, bon, mais on parlait de partenariat en santé, typiquement, on peut travailler sur des... Parce que l'idée de l'éducation thérapeutique, c'est aussi d'inviter les partenaires en santé à venir. Alors Célia Cardozo était venue à 1 ou 2 ateliers, et puis après elle a été très occupée avec son projet Imagine. Mais c'est vrai que ce serait idéal, par exemple, de pouvoir imaginer que... Et là, on revient aussi au financement. Et Oui, qu'une asso puisse venir voilà. une fois sur Une un personne atelier. d'une assoce Ouais, et ouais. nous aide à même parce qu'en en fait l'éducation thérapeutique théoriquement c'est co-construit avec les patients, ce qui n'est pas toujours le cas parce que nous on construit nos trucs, on avance quoi, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours quelqu'un sous la main à qui soumettre ce qu'on fait, si c'est bien, c'est pas bien, on le teste un petit peu en direct avec les parents et puis on voit quoi. Mais je sais pas, il y a peut-être un format à imaginer, je sais pas, se voir tous les semestres et partager ce qu'on fait. Vous voyez, vous découvrez beaucoup de choses. Bon, après, ma rep, c'est 2007, il s'en est passé des choses, mais Oui. c'est vrai qu'on voit bien que parfois, il y a Facebook, il y a LinkedIn, enfin, il y a des réseaux comme ça, mais ça suffit pas, en fait, pour vraiment échanger ce qu'on fait et surtout améliorer. Oui, parce que c'est ça qui, Parce que là, moi, je c'est suis ce là à que tout le monde raconter tout ce qu'on recherche. fait, bon, très bien, mais Améliorer ce peut-être qu'on que fait, c'est oui. peut-être pas complètement adapté, et je pensais aux équipes mobiles éducatives, qui n'est pas toujours complètement validée par tout le monde, hein, notamment dans nos institutions. Mais je trouve que voilà, ça pourrait être des idées intéressantes, ou en région, qu'on aille retrouver un représentant d'association, qu'on se retrouve avec Ouais. la personne locale qui a son centre. C'est difficile hein, de coordonner tout le monde, on est tous très occupés, mais je regrette parfois de ne pas avoir plus de liens avec les associations. En fait. Parce que finalement, c'est elle qui pourrait aussi vous Oui. aider sur la partie mobile en soi, en tout cas locale, Ou on va local, dire. Ouais. régional, local. C'est clair. Parce que mes collègues font ce qu'ils peuvent, mais ils sont débordés. Mais je comprends aussi en même temps que quand vous êtes bénévole et que vous avez des enfants malades, c'est compliqué de... J'avoue, oui, quand on est un petit peu infirmier, C'est ça. c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, ouais. En effet, mais bon, on se donne toujours un peu la peine pour justement voir le monde meilleur pour les enfants. Donc, non, on trouve toujours un petit peu de temps quand on le veut, hein. Enfin, quand on le peut et veut. Oui, mais, oui, oui.
Mais On va chercher dans les ressources. voilà, après, moi je suis toujours prête à communiquer, à venir. On essaye de faire les journées nationales comme on peut, pour faire connaître ce qu'on fait, mais et puis le temps évolue, les technologies évoluent. Par exemple, les podcasts, moi, il y a 5 ans, je savais pas du tout ce que c'était. Et puis grâce aux jeunes qui sont là, on s'y est mis aussi sur la transition ado-adulte. Alors, c'est un autre message, effectivement, que je peux transmettre, c'est qu'il faut impérativement travailler sur le monde adulte, parce que les soignants en adulte dans notre discipline ne connaissent pas du tout nos maladies. Et ça fait 10 ans, 15 ans que je dis la même chose. Donc il faut réfléchir à des formats de formation, peut-être des personnes d'adultes. J'ai fait un podcast, un e-learning, ça n'a pas trop pris sur les malformations anorectales, on peut en faire un sur l'Hirschsprung. C'est des formats en ligne, mais qui demandent aussi d'investissement de la part des soignants. Et oui. C'est 6 heures, 8 heures d'audience, d'audition. Oui, c'est ça, c'est travailler avec les assos, c'est travailler en région, plus sur le terrain, et puis travailler sur les réseaux d'adultes, en identifiant vraiment des spécialistes d'organes, mais également transversales. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on le dit, mais il faut aussi identifier des gens qui vont intervenir comme des gynécologues, des psychiatres, en transversalité, mais qui vont avoir cette fibre en maladie rare. Oui, après, il y en a qui sont demandeurs, d'autres un peu moins, effectivement. Alors, nous, on le voit, par exemple, alors, rien à voir, mais par exemple, l'école, l'inclusion, ce genre de choses, on voit tout de suite ceux qui veulent s'y intéresser, ceux qui s'arrêteront simplement à OK, il doit aller aux toilettes, quoi. Donc, on le voit de plus en plus. Mais effectivement, il y a un réel besoin et on en parle très, très souvent, surtout dans les villes, effectivement, un peu reculées. Je vois sur Angoulême, tout ça, il y a beaucoup de personnes qui le demandent, ce genre de choses. Parce que des fois, il y a des mamans qui peuvent pas travailler puisqu'elles doivent aller vider la poche du petit à l'école. Enfin, je veux dire, ce genre de choses qui sont quand même vachement embêtantes, quoi. Donc, en effet, s'il y avait du local un peu plus, je sais pas, une mise en relation, effectivement, avec des infirmiers sur tout secteur en France, en disant, voilà, il y a juste une poche à vider, est-ce qu'on peut caler ça dans un planning? Enfin, je veux dire, avec une familiarité avec tous les soignants sur chaque secteur, effectivement, on serait moins dans le caca, c'est le cas de le dire. Enfin, même nous, on l'a vécu il n'y a pas encore longtemps. Donc, 4 mois qu'il a fallu pour trouver un infirmier, pour trouver un infirmier pour vider une poche, puisque l'AESH le fait pas. Bien sûr. Nous, c'est pareil pour les sondages urinaires, par exemple. Ah bah oui. Un sondage en soi, c'est pas très long, mais il faut s'installer, etc. Et pour un infirmier, c'est tout de suite une demi-heure, payé 5 €. Donc, enfin, j'exagère, mais c'est pas loin. Donc, effectivement, on travaille aussi avec des prestataires qui ont leur propre réseau. Mais bon, prestataire, c'est quand même du privé. Oui. C'est assez étonnant que le public ne puisse pas travailler là-dessus, quoi. Donc, on a approché, dans le cadre de la transition ado-adulte, les CPTS, les communautés territoriales, et les DAC, les dispositifs d'appui à coordination, qui ne sont pas des nouvelles structures, parce qu'en fait, ça existe depuis 2020-2021. Mais encore une fois, il y a de l'existant, il y a plein de choses, mais qui ne sont pas connues. Eux-mêmes nous connaissent de loin et n'ont pas très envie de nous connaître, parce que les maladies rares, ça fait un peu peur. Souvent, on se dit, c'est rare, je ne vais rien comprendre. En fait, c'est des besoins standards d'un être humain, et de la coordination, beaucoup. Et donc, il y a des mondes qu'il faut se faire rencontrer, c'est clair. Et des ressources à effectivement cibler, taguer dans les régions. Et c'est ça qui nous manque. Je pense aussi, par exemple, au kiné. Oui. Moi, j'ai mon petit annuaire perso que je construis avec des parents qui me disent « Ah, elle est super !» Alors, je note. Vers Dijon, il y en a une super. À Lille. Mais c'est du bricolage, en fait. Et alors que on rêverait même d'une carte de France avec l'ensemble des personnes qui interviennent, y compris d'ailleurs en psychomotricité ou en ergothérapie. Et ça semble compliqué à construire. Mais bon, j'ai besoin de se le construire par soi-même. Voilà. Et les associations aident beaucoup là-dessus. Oui. De plus en plus, forcément, puisque c'est un peu ce que vous dites, c'est de l'échange de patients, voilà, c'est ça. Et du coup, après, c'est recommandé, puisque forcément, quand il y a 10 patients qui disent la même chose, on le recommande, du coup. Mais après, du coup, travailler sur la valorisation des actes.
Ça me paraît primordial, des actes au sens large, hein, des soignants, des patients partenaires. Tout ça, évidemment, c'est de l'argent, des financements, alors qu'il paraît qu'on n'en a plus, mais peut-être faut répartir l'argent autrement. Oui, non, mais ça c'est sûr. Après, c'est une toute autre histoire, malheureusement. Merci, docteur Crétol. Avec plaisir. Et puis, à une prochaine pour des nouvelles innovations. Et on espère beaucoup plus d'échanges entre les assos, etc. Vous venez d'écouter le 13e épisode du podcast avec le docteur Crétol, une figure incontournable dans la prise en charge de la maladie de Hirschsprung. À travers cet échange, nous avons pu mieux comprendre les avancées, les accompagnements et les actions concrètes mises en place pour aider les familles à faire face à cette maladie au quotidien. Dans le prochain épisode, nous vous proposerons de découvrir l'histoire de Charlotte, un témoignage à la fois touchant et exceptionnel puisque son petit garçon est confronté à 2 maladies rares. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidélité. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter ou simplement à nous laisser un petit like. À très vite. Petit Hirschsprung deviendra grand.